Nous allons ouvrir le premier débat, puisqu'il y a encore d'autres intervenants dans la liste des intervenants. Je vous indique un peu les thématiques. On a parlé des accords de l'indépendance, le voilement, la dissimulation des accords d'indépendance qui posent donc un problème à notre pays, à notre souveraineté. Il y a la chape tribaliste qui date donc depuis 1959, qui est intériorisée, qui est devenue un modèle à la fois y compris de pratique politique. Et on a parlé de la désorientation de l'école et de la culture, donc qui nous empêche en effet de nous questionner nous-mêmes, de prendre en considération ce qu'il y a dans notre pays de tout à fait excellent pour en faire et donc la place de l'éducation et de la culture. Et on a parlé aussi donc de la question que pose Cyr, la dimension de la construction de la citoyenneté par les Congolais eux-mêmes. Merci beaucoup. Je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi. Mais les interventions que je venais de suivre sont très intéressantes et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les camarades qui viennent de passer, qui viennent de nous éclairer sur un certain nombre de choses ici. Et je crois que si de temps en temps la diaspora pouvait organiser ce genre de conférence, je crois que ce serait une bonne chose. Parce que je m'aperçois personnellement qu'au niveau de la diaspora, l'on passe beaucoup de temps. Finalement, de part et d'autre, il y a des flèches qui ont été préparées, non pas pour neutraliser le système, tel que le camarade qui est passé tout à l'heure l'a décrit, mais finalement, ces flèches qui sont préparées, c'est finalement pour nous entretuer entre nous. Et je constate qu'au niveau de la place de Paris, il y a comme des éléments qui sont devenus des grands censeurs. Vous voyez? Au niveau de la diaspora, il y a des gens qui se sont érigés en censeurs, qui leur a donné ce rôle de censeur. Vous voyez, ils sont autoproclamés censeurs. Quand un tel interview, mais enfin, non, je crois qu'il faut que la diaspora reprenne les choses, disons, revoie les choses correctement. Et moi, je voudrais simplement je voudrais m'appesantir sur l'intervention du camarade qui est passé, qui a fait le schéma tout à l'heure. Monsieur Badélé. Voilà, pour montrer un peu comment le système peut partir. Moi, je dirais, par rapport un peu à ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, bien sûr, il y a déjà des décennies, par rapport aux penseurs, parce qu'il y a des gens avant nous qui ont pensé comment faire tomber des systèmes qui étaient devenus caducs, etc., qui ont pensé à ces choses-là. Et il y a des penseurs qui ont dit à cette époque que pour faire partir tel ou tel système, il faut faire le point. Il faut faire le point. Je crois que le camarade tout à l'heure a esquissé cette question. Il faut faire le point de la situation et voir ce qu'on appelle les conditions objectives et les conditions subjectives. Parce que pour faire partir un système, il faut que les conditions, ce qu'on appelle les conditions objectives, soient réunies. Il faut que ce qu'on appelle les conditions subjectives soient réunies. Si les conditions objectives et subjectives ne sont pas réunies, nous avons beau faire des discours, nous avons beau épiloguer, le système sera toujours en place.
Or, aujourd'hui, personnellement, quand je regarde ce qui se passe dans notre pays, c'est vrai, il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que le système dégringole, mais il y a encore des conditions subjectives qui ne sont pas réunies. Mais tant que ces conditions subjectives ne seront pas réunies, je crois que nous parlerons longtemps, mais nous continuerons de parler, mais le système restera en place. Voilà ce que je voulais apporter comme modeste contribution. Conditions subjectives, une seulement, qu'on peut réunir. Mais les conditions... Bon, les conditions subjectives, en fait, c'est les hommes. Vous voyez, c'est les hommes qui s'organisent dans les partis, dans les associations, etc., etc. Ce sont ces hommes-là qui sont chargés pratiquement de faire réunir les conditions subjectives. Aujourd'hui, au niveau de notre pays, il se pose quand même des problèmes d'éducation du peuple. Si certainement nous avons une certaine culture, nous connaissons un certain nombre de choses, etc., etc., mais le peuple n'est pas toujours au courant d'un certain nombre de choses. Vous voyez, il y a des gens qu'on n'atteint pas. Et même quand nous utilisons Internet ici, mais c'est beaucoup plus ceux qui sont en mesure d'avoir l'Internet chez eux, etc., etc. Mais quand vous descendez au niveau du peuple, est-ce que le peuple suit ce qui se passe à Paris, hein? Le peuple ne sait pas qu'à Paris, il y a maintenant des censeurs, etc., etc. Le peuple ne sait pas ça. Or, justement, ce travail-là, nous ne l'avions pas fait, ou bien nous ne l'avons pas suffisamment fait. Or, ce travail-là, il est important, justement, pour faire que les conditions subjectives soient réunies. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais il faudrait que ces conditions subjectives-là soient réunies. Or, entre autres conditions, c'est le travail en direction du peuple. Et lorsque le peuple sera éduqué, comprendra que finalement, nous devrions nous approprier notre République. Je crois que lorsque tout le peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comprendra que c'est notre République, il faut s'approprier la République, je crois que les choses avanceront. Voilà un peu ma petite contribution que je voulais... Merci. Moi, je voudrais rebondir sur l'intervention de l'honorable Watikombu. Quand j'ai découvert, moi, dans mes propres recherches, ces clauses secrètes qui ont entouré l'accession à l'indépendance, je me suis senti trahi. Je me suis senti trahi parce que, en tant qu'enfant de la République, nous avons été dans la mouvance pionnière, etc., la Révolution. La Révolution ne nous avait pas dit qu'on était piégés. J'ai évolué dans ça. Le Congo est un pays indépendant, c'est tout pour tout flamme. Il fallait revenir travailler pour le pays pour qu'il se développe, etc. Quand je suis tombé sur ça, je dis franchement, je me suis dit que j'ai sacrifié ma vie pour rien. Parce que nous avons été dirigés par des menteurs, donc des gens qui savaient très bien, des gens qui ont accepté l'inacceptable, c'est-à-dire où la servitude du pays, et qui disaient tout le contraire. Ils continuent de dire le contraire. En réalité, nous sommes, je ne vais pas dire des citoyens français de seconde zone, et on continue à l'être. On ne sera jamais rien. Et voilà, donc je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas resté en France? Pourquoi je suis allé m'emmerder là-bas? Et aujourd'hui, ma vie, c'est une catastrophe parce qu'au nom du Congo, j'avais tout lâché. J'avais tout lâché. Et on ressemble à quoi? Donc, depuis 50 ans, nous sommes dirigés par des menteurs. Je ne vais pas dire des criminels,
Mais des gens qui ont signé un pacte avec le diable et qui nous traînent par le bout du nez. Voilà, nous n'existons pas. Voilà, c'est tout. Merci. Non, je veux juste intervenir, je ne sais pas si je serai hors sujet sur ce qui se passe, parce qu'on a parlé de suspicion par ici, de suspicion par là, et éventuellement de cet accord où on considère les anciens comme des menteurs, peut-être. Mais bon, mais c'est une histoire qui existe depuis la première république de la France, la première république accordée par la France à Haïti. C'est-à-dire que pour que la France accepte l'indépendance de Haïti, la France a demandé aux Haïtiens une certaine somme par rapport au dommagement de leurs colonisateurs. Donc c'est un système qui date déjà de très longtemps. Est-ce qu'ils avaient l'intelligence nécessaire de contrer ce système-là, même s'il y a eu un précédent au Guinée? Mais on en reviendra. Et pour clarifier justement les positions de telle sorte que nous ayons un intérêt, comme disait tout à l'heure le précédent, l'intérêt général et que nous la définissions pour savoir où est-ce que nous allons, peut-être qu'il faudrait revenir sur la question de comment justement permettre une alternance ou un changement de système, avec ou pas avec Sassou. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui disent qu'il faudrait qu'il y ait une négociation apaisée de telle sorte à permettre justement une transition. D'autres disent pas de négociation du tout, il faut le faire partir, c'est un bandit. Donc peut-être qu'il faudrait que nous qui sommes ici ayons l'aisance nécessaire de discuter sur ce problème-là, et puis éventuellement par rapport à la décision dominante, comment maintenant diriger la lutte après. Merci. Je suis Christian Alingo, secrétaire général du parti politique Nouveau Congo. En fait, je voudrais intervenir sur le schéma constitutionnel présenté par M. Madédé. Je ne sais pas s'il est là. Moi, par rapport à ce que vous venez de dire, je comprends tout à fait, mais le problème c'est que ce qui me contrarie un tout petit peu, quand vous avez pris l'exemple de l'Angleterre qui n'est pas une république, qui est une monarchie parlementaire. Donc je crois que le problème de la constitution telle que proposée par M. Sassou, du point de vue matériel, moi ça ne me pose pas problème. Qu'un président, quoi de plus normal qu'un président de la République ait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal. Que le gouvernement soit responsable devant, engage sa responsabilité devant le Parlement, l'Assemblée nationale, tout à fait normal. Que le président de la République nomme le président de la Cour constitutionnelle et certains hauts fonctionnaires dans la plupart des organes de l'État. Je pense que c'est normal. Le problème, c'est que, d'après moi, je crois que nous sommes au Congo dans une situation de non-état de droit. Il y a un déficit démocratique. Quand vous dites que il ne faut pas personnaliser le débat, ouais, je crois qu'au Congo, nous avons un problème de déficit démocratique. Ce que nous devons faire, je ne dis pas que revendiquons l'état de droit, mais battons-nous pour l'état de droit, l'instauration d'un état de droit. Parce que le président Sassou, qui s'arroge tous les pouvoirs, moi, je ne dirais pas c'est une constitution. Pour moi, c'est une charte. Il s'est octroyé une charte. Vous avez bien fait de dire que la constitution de 92 et celle actuelle, c'est pareil. Oui, c'était aussi une charte. Celle de 80, je sais pas, de 2002. Donc, je crois que le Congo a un problème d'abord avec la personne. Ce n'est pas un système. C'est d'abord la personne. Bon, c'est aussi le système, mais c'est d'abord la personne. Du point de vue droit, M. Sassou n'a fait que copier je dirais 90% des dispositions constitutionnelles françaises du 4 octobre 58, sauf quelques articles auxquels il s'est immunisé. Donc je crois qu'au Congo, nous avons un problème plutôt d'un état de droit que d'une république. Parce que si vous voyez en Europe, il y a plus de monarchie que de république. Mais c'est des états de droit.
c'est des démocraties. Vous avez l'Espagne, c'est une démocratie. L'Italie, la Belgique, l'Allemagne, c'est des grandes démocraties. Mais c'est des monarchies, c'est des monarchies, c'est pas non, pas la Belgique, l'Espagne, les pays scandinaves, l'Angleterre même. C'est des monarchies, c'est pas des républiques. N'empêche que ce soit des états de droit. Donc je crois que nous devons plutôt nous battre pour l'instauration d'un état de droit. Enfin, je crois que c'est ça. Que la République, oui, c'est bien. Par rapport à l'origine, oui, c'est bien ça. Mais c'est plutôt l'état de droit. Donc nous avons un problème de déficit démocratique depuis le coup de tête 97. J'en ai terminé. Je crois que à la fois les exposés qu'on vient de suivre et les préoccupations qui sont soulevées, il y a une chose. Vraiment, je suis très heureux. Docteur, je pensais peut-être avoir été celui qui avait été le premier à découvrir le Congo. Mais au fond, il y avait un autre Stanley qui était passé avant de Brazza. Réglons ce problème-là. C'est pas pour ne pas dire s'il vous plaît, mais il doit nous plaire à nous tous de régler le problème avec la France, donc de l'indépendance. C'est-à-dire que se prononcer sur ces accords qui avaient été signés, on ne connaît pas le résultat. Si ce sera non ou oui, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Donc, à partir du moment où on règle ce problème-là, c'est-à-dire que nous allons avoir en ce moment-là le pouvoir, donc la souveraineté totale, de régler les problèmes que nous évoquons. Pascal Lissouba, moi j'ai vécu, j'ai été parmi, j'étais le deuxième après Bernard Corella à avoir déposé les statuts du parti politique à Brazzaville en 91, le deuxième ministère de l'Intérieur. J'ai suivi beaucoup de choses. J'ai vu Milongo, comment il a peiné. Les autres, je ne les connaissais pas, mais j'ai vu Milongo, comment il a peiné. J'ai vu Pascal Lissouba, comment il a peiné. Peiné pourquoi? Pour l'argent. Et on ne peut nous tenir que par l'argent. Sassou, aujourd'hui, si Hollande dit que, quel que soit, même si tout le monde lui refuse l'argent que lui peut lui donner, il va continuer à fonctionner. Mais parce que le trésor est ici. Donc, ce problème de l'indépendance qu'on n'a pas acquise, ça concerne aujourd'hui tout le monde. Malgré ce que vous connaissez ce que je dis, mais aujourd'hui, il faut qu'on règle ce problème-là. Et ce n'est pas avec Sassou qu'on doit régler ce problème-là. C'est avec la France qu'on doit régler ce problème. Le problème de l'indépendance ne regarde pas Sassou. Non. Ça regarde la France. Et si on règle ce problème, maintenant on va voir où est-ce que le successeur de De Gaulle, aujourd'hui qui est François Hollande, viendra empêcher Cyr, qui est président de la République du Congo, puisque quand il vend le pétrole, il vend toutes les matières premières, l'argent arrive au trésor de Brazzaville. Maintenant, on va voir où le prochain président, si c'est toujours Hollande, je ne sais pas c'est qui, viendra l'empêcher, lui, de fonctionner. Or, aujourd'hui, non. Quelle que soit ma bonne volonté, si je... C'est ce qui est arrivé à Lissouba, si vous ne savez pas. C'est ce qui est arrivé à Lissouba. On peut tout dire de Pascal. J'ai voté pour Kolela, pour bien vous dire. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire, il ne pouvait pas, parce qu'il remettait en question ces accords. Et la France a vite fait de le rappeler à l'ordre. Voilà pourquoi, malgré tous nos projets dont nous allons avoir besoin, mais en un jour en fait, c'est en un jour qu'on peut régler ça. C'est-à-dire, quand je dis en un jour, on va au référendum, pas pour Brazzaville ni pour Sassou, mais pour ces accords-là que Youlou nous a laissés. On règle ce problème-là avec la France, parce que dans ce qui est écrit dans cette constitution, c'est à nous de le dire. C'est nous qui devons imposer, dire à Hollande que non, bon, mais il est écrit que les accords qui avaient été signés doivent être entérinés par un référendum local. Ça y est dedans. Voilà.
Malédé. Merci beaucoup. Peut-être une petite précision pour qu'on n'entre pas dans une polémique. Hein. Je crois que ce que dit Christian, c'est pratiquement la même chose que tu es en train de dire, mais c'est à toi maintenant de donner la précision. Voilà. Parce que c'est l'angle d'attaque qui change simplement. Lui, il pense que c'est l'état de droit, toi, tu penses que c'est d'abord la République. Je ne vais pas répondre directement à notre ami Christian, parce qu'il dit qu'il est d'accord avec le système, qu'un président peut prendre tous les pouvoirs, ça ne le dérange pas. C'est là que va s'annoncer, comment dirais-je, une reconstitution de la majorité des Congolais qui veulent une république. Donc on ne peut pas dire que tous les Congolais voudront qu'on ait une république où les pouvoirs sont séparés et équilibrés. Lui, il trouve que tous les pouvoirs d'un État peuvent appartenir à une seule personne ou à un clan. Il trouve ça normal. Moi, je pense que c'est là le problème. Je ne veux pas trop en débattre. Je crois que dans mon livre, j'en dis trop. Je te conseille de le lire. Et on reviendra sur le débat. De l'acheter ou de le lire? Pour le lire, il faut l'acheter. Mais je voudrais intervenir sur mon frère et ami Yann Poiti. Sur ce débat-là de l'indépendance. Mais je vais rappeler quelques faits. Alors, vous me permettez, je vais lire des articles de la Constitution, par où on est passé pour qu'on est arrivé là où on est. Vous savez que le moyen Congo, ça part de la conférence de Brazzaville en 1943. 30 janvier 1943. Je pense. Bon, c'est à vérifier. 43 ou 44. 44. Alors, à la conférence de Brazzaville, je cite ce qui s'est passé avec le général de Gaulle. En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où les hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aura aucun progrès qui soit un progrès si les hommes et leurs terres natales n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. À partir de là, nous avons donc l'autonomie de gouvernement, on a la naissance, on va élire les premiers élus, Jean-Félix Tikaya que vous connaissez bien, et l'histoire continue. Je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais signaler que ce combat-là, ce résultat-là, c'est un combat des Congolais, comme Mathieu André, qui s'est battu pour l'égalité des droits dans la communauté française. Que les Noirs et les Blancs devaient avoir les mêmes droits. Donc le général de Gaulle s'avance petit à petit vers cette résolution, un combat de André Mathieu. Et vous savez que la Constitution, en ce moment-là, nous sommes dans la communauté française, donc les Congolais sont dans la communauté française, et il va se passer des bouleversements. Donc je saute la chute de la 4e République en France, j'atterris directement à la 5e. Le 4 octobre est promulguée la 5e République, avec une nouvelle constitution de 1958. C'est cette constitution-là qu'il faut interpréter. Et j'ai quelques articles que je vais vous lire. L'article 77. Je vais lire pour ceux qui sont là. Yann Poiti, il a, je crois, déjà lu cet article. Et nous allons tous l'interpréter. Article 77. Dans la communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l'autonomie. Ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelle que soit leur origine, leur race et leur religion. Ils ont
les mêmes devoirs. Là, on donne une réponse définitive au combat de Machoua. À la dépendance, ça c'est une dépendance. Mais c'est pas fini. L'autonomie et C'est pas fini. C'est pas fini. L'article 76, j'ai pris les plus importants, on va les lire. L'article 76. Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République. S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans les délais prévus en premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté. Article 86, la transformation du statut d'un État membre de la communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'État intéressé, confirmée par un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'Assemblée législative intéressée. Dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la communauté. Nos parents, nos parents ont choisi une voie. Ils n'ont pas voulu suivre la Guinée, qui avait tout de suite pris son indépendance. Nos parents ont voulu plutôt rester dans la communauté, le temps de prendre la main, parce que ce n'était pas du tout évident de passer comme ça d'un Moyen-Âge jusqu'à l'indépendance, ce n'était pas évident. Ils ont pensé qu'ils devraient rester dans la communauté pour ensuite prendre l'indépendance. C'est le choix qui a été fait en 58. Parce qu'en 58, ce n'est pas l'indépendance du Congo, c'est juste la création de l'État congolais qu'on nommait République du Congo. Ce qui va se passer, c'est que l'indépendance du Congo a été précipitée. Qui va faire que, par une affaire avec le Congo, nos voisins, le Congo belge, les Congolais devraient avoir un statut pour se représenter à l'ONU. C'est pour cela qu'on a précipité l'indépendance. Normalement, nos papas, nos parents voulaient peut-être prendre l'indépendance 3 ans, 4 après. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette indépendance a été donnée. Sans passer, je te l'accorde, par un référendum, sans passer par les dispositions qui ont été fixées par la Constitution française, mais l'indépendance a été donnée par un accord. Nous l'avons célébré. Nous sommes acceptés à l'ONU, parce que ne peut rentrer à l'ONU qu'un pays indépendant. Donc l'ONU accepte le Congo comme étant un pays indépendant. Aujourd'hui, nous ne sommes plus français. Nous ne sommes plus sous la Constitution française. Parce qu'un référendum se fait sur la base d'une constitution, d'une règle. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui n'a pas de constitution. Comment pouvons-nous organiser un référendum? Sur quelle base? Je conseille à mon frère Poitiers d'accéder d'abord à la liberté, à la liberté face au système qui est là, le système qui nous domine, de mettre en place des vraies institutions qui nous organisent. En ce moment-là, si on constate que la France a toujours le dessus sur nous, on fera un référendum sur la base des institutions qui sont claires. Aujourd'hui, je trouve la tenue d'un référendum impossible parce qu'il n'y a aucun texte qui va le régir. Deux choses. Sur le point de tout à l'heure que vient de développer Matede, j'avais juste une observation à faire.
J'espère que RVP, Poitiers Pango, sera, enfin je pourrais le convaincre. Nous avons un problème, c'est que le Congo aujourd'hui n'est pas un état de droit. Et d'après la Constitution, les traités internationaux avec les autres pays et tout, ces traités-là sont, c'est le Parlement. Les traités sont négociés au niveau de la haute institution, et puis c'est le Parlement, représentant le peuple, qui valide ça dans la loi. Donc si aujourd'hui nous ne réglons pas le problème de démocratie, de liberté au Congo pour essayer de s'attaquer aux accords, parce qu'aujourd'hui il est question de l'indépendance par rapport à des accords économiques, il va de soi, puisque hier le territoire congolais était une partie d'un département français. Donc il était normal que la gestion et des hommes, des infrastructures et tout, soit le devoir de la République française. Et progressivement, forcément, après 1960, le cordon ombilical n'a pas été définitivement coupé. C'est vrai, c'est une problématique, mais moi, pour ma part, je crois qu'aujourd'hui, le combat, c'est le combat de 2016, c'est le combat avec une constitution, c'est le combat où le débat est faussé. Et je termine par ce point, le point donc le combat aujourd'hui. Nous pensons, puisque sur la place de Paris, la lutte politique s'est polarisée sur des individus, sur un certain nombre de leaders qui ont été candidats à une élection présidentielle organisée sur la base donc d'une constitution faussée, des règles du jeu préalablement faussées, et aujourd'hui on est dans un statu quo. Bon, il y a un certain nombre donc de responsables politiques qui font, je crois que le doyen Pemo l'a indiqué tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de cette situation-là, est-ce qu'il y a une perspective? Est-ce que faut-il, pour retrouver donc les institutions, une constitution, une république qui a été confisquée, est-ce que c'est une négociation avec ceux qui tiennent le système? Est-ce que c'est différemment? Pour ma part, moi je fais partie d'un ensemble d'acteurs politiques qui pensent que, conformément à un ensemble d'engagements pris vis-à-vis du peuple l'année passée, en septembre, depuis juillet, le dialogue alternatif de Diata, il y a un collectif donc des partis politiques de l'opposition qui ont développé un certain nombre de problématiques, et des engagements ont été pris de telle sorte que la Constitution à l'époque soit respectée. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à un glissement, et il y a tout ce désordre et cette impasse. Donc nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue de tous les acteurs politiques congolais, hein, ceux du système aujourd'hui et de l'opposition, sous le regard ou la participation de la communauté internationale. Je veux dire les institutions internationales que sont l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Mais avec un préalable, avec des préalables. Ce que nous voulons, l'intérêt général dont j'ai parlé, c'est celui-là. C'est la paix, c'est la vie, c'est la liberté de tout le monde. Donc ce que nous voulons, puisque la Constitution a été confisquée, puisque nous sommes dans une Constitution despotique, donc le meilleur moyen, en ce qui nous concerne, c'est que les acteurs politiques tous se retrouvent avec d'abord la libération donc, de tous les prisonniers politiques ou d'opinion qui aujourd'hui sont privés de liberté, que le siège, parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a des armes qui tonnent et il y a des vies qui sont détruites. Donc l'offre politique aujourd'hui de certains d'entre nous, c'est que nous allions dans ce dialogue-là, mais qu'on arrête ce siège-là et les bombardements dans le pôle. J'ai comme l'impression que les gens se détournent, n'en parlent pas. Hein? On est en train de revendiquer autre chose. Mais aujourd'hui,
C'est ça la problématique. Et je pense que... Je pense que si il va nous rester un peu de temps après la deuxième... Je n'en sais rien, mais de toutes les façons, à titre d'information, oui. Parce que nous sommes dans un statu quo, il faut parler, il faut développer des idées. Donc voilà, je tiens... Cette problématique est déjà très animée. Vous avez le ministre Maleka qui est dessus, vous avez nos amis de Lyon qui sont dessus, vous avez une partie aussi avec les jeunes indignés qui sont aussi dessus, exactement. Une partie avec les assises, je dis une partie. Hein, voilà. Donc je pense que c'est peut-être la coordination, la capacité... Mais il faut qu'on en discute, et puis qu'on sorte de l'impasse. Mais il était dans de mon devoir de le préciser. J'en ai terminé. D'abord une parenthèse pour vous dire, rappeler une chose. Que depuis le retour de Sassou au pouvoir, il nous a démontré que s'il y a un dialogue avec lui, vous avez l'exemple de Diata et vous avez l'exemple de Dolizy et de vous. En tout cas pour Sassou, le dialogue pour lui c'est celui-là. C'est ce qu'il nous a montré, en tout cas depuis qu'il est revenu au pouvoir. Non, il veut toujours dialoguer, mais dans le cadre de vous et de Diata. Celui que nous pensons là, en tout cas pas question. Je voulais d'abord revenir sur un aspect assez... Je me suis posé la question. À quel moment naissent les États? Parce que bon nombre d'entre nous ici, nous avions conscience qu'effectivement la France, la République française, elle est éternelle. Je pense que notre référentiel d'histoire qui est la France démontre que cette nation est née à un moment important. C'est pendant la Révolution française. C'est à ce moment-là qu'une partie d'élite s'est revendiquée, s'est constituée et a revendiqué cette république que nous avions. D'abord pas une république, mais par la suite, à travers les textes que nous connaissons, les textes sur, je sais pas, textes sur les Lumières, c'est comme ça qu'on dit cela. C'est à ce moment-là qu'effectivement la République française que nous connaissons aujourd'hui, que nous aimons tous, est vraiment née. Et nous savions tout ce qui s'est passé. C'est pas avec des discours tout simplement, mais il y a eu du sang. Ils ont versé du sang. Le sacrifice. Mais l'erreur qui est la nôtre depuis toujours, c'est de croire que en 90, il suffisait seulement de dire que nous sommes des démocrates, nous allons proclamer la démocratie, et que, mais qui d'entre nous, nous montrons ici tous que nous sommes, qui respecte les textes? Combien d'associations en France ici, on dit que le secrétaire général devrait être élu comme ça, mais quand on arrive, c'est M. Malonga comme nous démontrons nous-mêmes que nous ne respectons pas les textes que nous prenons ici. Combien de fois quand nous sommes arrivés à un niveau où il y a l'argent, il y a tout. C'est ça le problème des Congolais. Nous n'allons pas décréter comme ça que le Congo deviendrait un pays démocratique. Jamais. Si vous croyez à ça, rêvez. Si vous rêvez à ça, je te dis, nombre d'entre nous ici attendent le moment. Demain nous allons rentrer au Congo. Mais c'est les premiers à mettre les autres en prison. Donc, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous n'allons pas décréter un pays démocratique. Mais la démocratie, pourquoi? On arrive à la démocratie après avoir exploré tout. En ce moment-là, je te respecte, tu me respectes. Et on arrive, on se dit, bon, finalement, Ibara, Ondongo, Mabiala, on s'est battu. Nos soeurs sont morts, nos frères sont morts. Plus question de cela, maintenant on va gérer un pays. Voilà. C'est ça vraiment la démocratie. Mais nous ne sommes pas encore là. Mais on peut faire l'économie des vies humaines. Mais bien sûr. Une pensée éclairante. Mais je vous dis, malheureusement, le référentiel nous a montré, il n'y a pas un autre cas. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a eu d'autres cas, d'accord. Mais le référentiel que nous utilisons tous nous montre le chemin qu'ils ont fait. La Vendée a été massacrée. Vous savez ce qui s'est passé en Vendée? Vous connaissez les histoires de Robespierre ici en France? Mais s'il y a d'autres expériences à travers le monde où ça s'est passé calmement, mettez-les sur la table, nous allons discuter. Patrick, c'est excessif. Hein? Je veux te dire la chose suivante. Tu as parlé des Lumières. Les Lumières, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ils ont commencé comme ça. Madédé vient de nous faire voir la ruse qui nous gouverne. Mais les Lumières, c'était pareil, ils ont dévoilé les ruses. Et après, ça prend... C'est ce que le doyen parlait des conditions subjectives. Mais c'est ça les Lumières, les conditions subjectives. C'est ça. Sur la vacance institutionnelle et juridique du pouvoir. Sur le vivre ensemble, mais c'est un vivre ensemble loyal, comme ça a été dit, et équilibré. Sur une nouvelle réflexion sur le changement, en particulier la question de l'insurrection, qui ne partira plus forcément du pays, mais qui peut être déterritorialisée. Voilà.
Et enfin, sur la question du dialogue. Voilà, la question du dialogue. Voilà un peu les thématiques qui sont posées. Et donc, celui qui veut prendre la parole intervient. Jules Liango, oui. Je disais que je réagissais par rapport aux propos tenus par Soria Tambatamba au sujet de l'unité des Congolais, notamment ceux de la diaspora. Alors, comment pratiquement rassembler ou unifier les Congolais de la diaspora? Concrètement, ça veut dire quoi? Je prends par exemple la tenue de ce grand meeting-là, dans certaines personnes, que je ne citerai pas de nom, ici, qui m'ont dissuadé de ne pas participer à cet événement, sous le prétexte que ça serait une façon de cautionner l'idée d'une perspective d'un dialogue avec le pouvoir en place, dans la perspective d'une mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Alors, car certains pensent que le CAP, qui est plus ou moins l'organisateur de cet événement, étant proche de l'UPADS, alors que dans son ensemble, la diaspora penserait différemment. Dans ce contexte, quel est le discours fédérateur en vue d'unifier tous les Congolais, non seulement de la diaspora, mais aussi en synergie avec l'opposition interne au pays, élargie à tous les Congolais, afin que nous ayons la même lecture politique et partagée par tous. Et j'ai entendu, j'ai compris aussi l'intervention de mon cadet et frère Madédé, qui, dans son argumentation, a souhaité l'exigence de la République. Mais compte tenu de cette division-là, finalement, quel est l'espace ou l'instance qui serait susceptible d'incarner cet objectif-là? Est-ce que ça passe nécessairement par un leader? Ça, je pose la question. Et puis, là, je viens de recevoir un texto, là, pendant que nous étions tous là. Alors, il s'agit ici de la déclaration de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, en accord avec les chefs de mission diplomatique des États membres. Qu'est-ce que dit cette déclaration? Je vous lis ce qui suit. À l'occasion de la fête nationale congolaise, l'Union européenne exprime sa volonté de travailler pour l'avenir du Congo dans le cadre des nouvelles institutions et avec les autorités issues des dernières élections. L'Union européenne souhaite poursuivre avec le Congo un dialogue constructif en vue d'un partenariat juste, respectueux et conforme aux valeurs qui lient le Congo et l'Union européenne. Brazzaville, le 13 août 2016. Alors, quelle est notre réflexion, nous, en tant que diaspora, par rapport à cette déclaration et éventuellement aux actions que nous pouvons mener? J'en ai terminé, merci. Donc, moi, je disais par rapport à cette déclaration. Allô? Oui. Oui. Moi, j'essaie d'être réaliste, je ne suis pas un maximaliste dans les choses. Il faut un peu pondérer des choses. Nous sommes devenus une réalité. Nous sommes devenus une réalité. Moi, je pense que ce qu'on vient de dire là, concernant l'Union européenne, je pense que aussi l'émissaire des Nations Unies à Brazza a dit la même chose. Donc, je pense qu'il faut avancer. Parce que si on reste dans des positions fixes, ce n'est pas bon. Donc, il faut que l'opposition s'y organise, ce que j'appelle la nouvelle opposition, parce qu'elle est partie aujourd'hui, les partants aux élections, les non-partants, ce qui fait que ça donne une faiblesse. Maintenant, il faut refonder assez rapidement, en tout cas l'opposition, parce que dans le calendrier des Nations Unies, entendre le secrétaire général adjoint, des questions politiques, qu'il y avait une perspective d'élection en 2017. Donc, il faudrait que nous nous préparions par rapport à ça. C'est ce que j'ai indiqué. Maintenant que moi, je n'ai jamais dit que ça souhaitait un président de fait. Je l'ai toujours considéré comme un président élu. Donc, il y a un problème aussi de sémantique, des substantifs, des qualificatifs qu'on peut utiliser dans la langue française. Donc, faisons attention aux mots. Donc, il reste un président élu et un président de fait. Donc, ce qui fait que pour avancer, il faut que l'opposition s'organise assez rapidement d'aller dans cette bataille de la cohabitation. Moi, je n'ai pas peur de mots.
j'ai pas peur de mots, il faut que l'opposition, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut que l'opposition n'a pas besoin d'un chef, l'opposition a besoin d'une direction collégiale, hein, comme à l'instar de l'Union européenne d'ailleurs. À un certain moment, ils ont tourné avec cette méthode. On a vu des petits pays exercer la présidence de l'Union européenne. Donc on n'a pas besoin de chef. On a besoin d'une direction collégiale et assez rapidement se mettre au combat, aller vers cette cohabitation. Voilà. Oui, vas-y. Allez-y. Oui, en fait, je voulais répondre un petit peu concernant sur la question sur l'unité. Alors, bon, l'unité, comment peut-on la faire au niveau de la diaspora? Moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes tous... déjà, il faut déjà cultiver l'esprit patriotique. Hein. Hein, je crois que ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'aujourd'hui, nous, Congolais, si on se bat, parce qu'on n'est pas assez citoyens, on n'est pas patriotique. Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette salle? C'est pour un seul idéal, hein, je pense, pour chacun, le départ de Denis Sassou Nguesso. Alors, si nous tous, nous sommes d'accord avec le départ de Sassou Nguesso, alors, à ce moment-là, nous nous mettrons ensemble, en tant que Congolais, et nous allons insérer nos armes pour pouvoir faire partie de Sassou Nguesso. Bon, maintenant, bon, écoutez, la question sur les partis politiques, nous sommes en démocratie. Hein, si vous voulez la démocratie, c'est normal qu'il y ait des partis politiques dans une démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la question de partis politiques qui est CAP, qui est UPADES, ainsi de suite. Hein. Aujourd'hui, la question, c'est de comment faire partie de Sassou Nguesso. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, on devrait être tous ensemble des Congolais, un Congolais qui veut le changement dans son pays, qui rêve du départ de Denis Sassou Nguesso. On devrait tous se mettre ensemble pour nous unir, pour nous battre, pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir et son système. Et une fois que Sassou Nguesso est parti, eh bien, écoutez, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Et à ce moment-là, chaque parti, chaque membre rentrera dans sa maison, ira draguer les populations, et à ce moment-là, c'est le peuple qui choisira son président. Moi, je pense que ça ce sont vraiment de faux sujets. Actuellement, on ne parle pas de partis politiques. Oui, les partis politiques sont là. Il faut bien que les partis politiques existent. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'unité des Congolais, par rapport à l'India et le départ de Sassou Nguesso. Le pragmatisme veut que j'ai une expérience à partager avec vous par rapport à mon expérience à la conférence nationale. On avait un idéal, restaurer la démocratie. Ça, c'était l'idéal qui nous a conduit à la conférence nationale. Et donc, quand on prépare tous ces événements-là, il n'y a pas un problème de leadership. J'ai été dans toutes les réunions, j'étais le plus jeune à cette époque-là. Hein? J'étais le plus jeune à tenir les réunions avec le plus vieux, le plus âgé. À l'époque, c'était le vieux Kolela. Et après, donc, il y avait les Tambatamba, il y avait les Mokoke, il y avait les Michel, comment est-ce qu'on appelle, Bokamba Yangouma, les Moïse Lobé. Il y avait un seul idéal, restaurer la démocratie qui avait été arrêté en 1963. C'était tout. Et donc aujourd'hui, c'est dommage qu'on puisse... merci d'avoir lu ce communiqué, mais moi ce communiqué ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas ce communiqué. Parce que l'Union européenne, comme le Conseil de sécurité, c'est quoi? C'est tout simplement prévenir les troubles. C'est juste prévenir les troubles. Ils ne veulent pas des troubles. Mais est-ce que, parce qu'ils ne veulent pas des troubles, que nous n'avions pas à chercher à vivre mieux et libre là où je suis né? C'est ça le problème. Si pour eux, prévenir les troubles, c'est prendre quiconque qui soit capable de maintenir cette chape, si c'est ça, en ce moment-là, on leur dit, alors comment on fait? Il faut leur poser la question. Que moi, je vais vivre librement chez moi. Vous voyez, je suis allé à Brazzaville. Le fait que je sois parti et revenu, mais on m'a traité de tous les mots. Et vous savez quelle question j'ai posée aux amis que je connaissais? J'ai dit, mais qui a interdit à Denis Sassou Nguesso d'aller un jour à Oyo? Pour que moi, je ne puisse pas partir chez moi? C'est la question que j'ai posée. Mais il est là. Le 5 mars, quand je lui dis, il me dit, mais petit, fais attention, sois prévoyant, ainsi de suite.
j'ai dit, grand frère, je vais. Si on doit m'abattre, hein, qu'on n'a qu'à m'abattre. La démocratie, je suis l'un des pères de la restauration de la démocratie au Congo. Je suis l'un des pères. Et donc, Sassou Nguesso ne peut pas aujourd'hui se vanter de parler à la démocratie. Moi, je suis le plus jeune des groupes qui ont... C'est là que j'ai connu le papa des Sanelli. C'est pendant cette période-là. Voilà. Donc, on ne peut pas se fier à ce genre de communiqué. Feldman, quand il est passé, c'est normal, il est le président de la sécurité mondiale, c'est lui. Donc, il ne peut que dire aux gens, non, ne vous battez pas, bon, ben... Non, non. Hein? Et si c'est comme ça, c'est là où je dis, mais allons-y que chacun s'occupe de chez lui. C'est tout. Que chacun s'occupe de chez lui. Si on veut, ceux qui veulent que Sassou soit le président, mais ils se soumettent hein, aux déclarations des Nations Unies et de l'Union européenne. Mais moi je dis non. Moi je dis non. Si personne ne veut la division, moi je vais à ce moment-là mener une lutte et qui va faire que, si ce n'est que Pointe-Noire qui va sortir du Congo, Pointe-Noire sortira du Congo. Mais c'est la France qui a besoin du pétrole, ce n'est pas... Et moi j'ai besoin de la liberté. Parce que la lutte, elle est d'abord individuelle, hein, avant d'être collective. Si on convient tous hein, d'être comme des soldats, aller mourir pour la liberté, on y va. Hein, mais aujourd'hui, moi je crois que nous convenons de ce qu'il faut faire. Hein, c'est des dates, fixer des dates. Il faut qu'on fixe des dates et on fait quoi à partir de ces dates-là. Nous, quand on terminait les réunions, quand on préparait la conférence nationale, on se disait demain on se retrouve à tel endroit pour faire ceci. Mais on va sortir d'ici, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est la conférence nationale? Oui, la conférence nationale, oui. Parce que celui qui a peur de la conférence nationale, du débat, du dialogue, c'est Sassou. Moi, j'ai de quoi dire si on va à la conférence nationale. Si on va au débat, moi, j'ai de quoi dire. Mais est-ce que Sassou aura aussi de quoi dire? Je ne sais pas. Mais il y en a qui a peur du dialogue. Voilà. Le dialogue, oui. Moi, je suis prêt aujourd'hui que nous décidons et qu'on donne une date. Hein. Qu'on donne une date, si c'est dans 48 jours ou c'est dans 2 mois. Mais donnons une date. Nous avons ce pouvoir. Voilà. Mais ceux qui veulent aller, continuer à être sous les ordres de Sassou, et demain son fils ou son neveu, je ne sais pas qui d'autre, dans ce moment-là, il faut, on suit la déclaration des Nations Unies et de l'Union Européenne. Moi, Sassou, c'est pas moi. On n'est pas de la même famille, j'ai toujours dit ça. Voilà. Donc lui il est chef à Oyo, et moi aussi j'ai mon village du Tondi. Et oui, il faut qu'on soit d'accord. Écoute Sébastien, je pense que ce soir, enfin, cette journée a été très riche. Hein. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de propos, beaucoup de solutions, beaucoup d'orientations aussi. Et comme dit mon frère là, je crois que lui et moi, on a eu cette chance ou cette malchance d'avoir participé à la conférence nationale. Sauf que, à la conférence nationale, bien sûr, on avait un même idéal, c'était d'aller de restaurer la démocratie ou d'inventer la démocratie. Mais en même temps, il y avait un problème, ce qui était celui de la souveraineté de l'événement. Et tout le débat était là. Les batailles se sont passées à l'intérieur de la conférence nationale sur la notion de souveraineté. Il y avait des gens du PCT qui estimaient qu'il fallait que le PCT, d'autres structures qu'ils avaient organisées, manipulées, qui estimaient qu'il fallait que la conférence nationale soit non souveraine. Et toutes les forces qu'on a appelées les forces de changement ont pesé dans cette salle pour que cette conférence nationale soit souveraine. D'où ce que nous avons obtenu après, les élections et tout le reste. Je crois que la politique, c'est d'abord le rapport de force. Et je suis en même temps surpris parce que j'ai l'impression que pendant 32 ans, les Congolais n'ont pas eu l'intelligence de comprendre le système qui était celui de Sassou Nguesso. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand je vois, hein, pendant qu'on était là, écoute, moi je regardais les images là tout de suite, et je les suis aussi, je vois encore les acteurs de la conférence nationale dire comment Ngouabi est mort. Dieu merci, il y a aujourd'hui Radio
La Voix du Peuple qui diffuse un peu toutes ces informations, avec le récit de tous les témoins de cette époque. Mais je me dis, mais quand je vois certains parler de dialogue, je me dis tout simplement, j'espère qu'ils auront le courage, la force d'imposer un dialogue à quelqu'un qui estime qu'il a gagné et qui estime qu'il faut passer à autre chose. Quand la communauté internationale fait ce qu'elle fait, ça ne me surprend pas des gens comme nous. Durant toute cette période, on a été un peu partout, ici et là. On a bien vu, et je l'ai dit souvent dans mes communiqués de presse, on a bien vu le ministre des Affaires étrangères du Congo qui est venu à Paris. Et ici, on lui a dit que bon, d'accord, vous êtes un gouvernement de fait, on reconnaît tout, mais il faut aller vers le dialogue inclusif avec les autres. Mais est-ce que dans le schéma de Sassou Nguesso et dans le schéma, disons, du PCT et des partisans du PCT, est-ce qu'ils sont dans la même définition, le même contenu du dialogue que nous? Moi, je pense que toute la question, elle est là. Mais connaissant un dictateur qui a connu la conférence nationale, qui estime que c'était l'un des moments les plus graves, dramatiques de sa vie, aujourd'hui, ce monsieur qui a eu le pouvoir, mais vraiment se foutant de la communauté internationale, organiser ces élections à huis clos, les proclamer à 5 h du matin, etc. Et je ne vois pas ce monsieur qui, petit à petit, veut se faire reconnaître par la communauté internationale, des petits voyages, des petits chefs d'État, des rois télé africains qui vont le voir, Moyo et autres, pour légitimer le fait que réellement je deviens président. Sincèrement, moi c'est le doute. Sinon, pour le principe, on est tous dans cette démarche de dialogue. Un pays qui ne se parle pas est un pays qui meurt. Mais parler, est-ce que celui qui est en face définit le propos du dialogue comme nous voulons le définir? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je la pose à mon frère qui vient d'intervenir. Oui, une cohabitation. Cohabitation, je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire une cohabitation dans un contexte comme celui-ci. Si le problème c'était juste la cohabitation, honnêtement, pourquoi les gens seraient morts? On aurait pu dire, écoutez, on va être ministre, je vais être ici, bon, on va cohabiter avec un régime qui est là, qui est dictatorial. Moi, je pense que là aussi, c'est quelque part un aveu d'impuissance. Nous sommes dans un combat, et ce que les Sanelli ont dit tout à l'heure, c'est important. Qu'est-ce qu'au niveau de la diaspora, nous faisons ensemble? Et Sébastien, c'est aussi ton rôle, c'est le rôle de tous les intellectuels qui sont ici, vous tous qui avez donné tout à l'heure cette conférence. Nous avons des jeunes gens, nous avons une communauté ici. Il faut les former, il faut les éduquer, il faut qu'ils comprennent la notion même de tolérance, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, je connais cette famille, les Tamba-Tamba. Je les ai côtoyés depuis que j'étais au lycée, j'ai connu leur père et tout. Mais c'est des enfants qui sont élevés dans le sens de la critique, même avec leur père. Est-ce parce que le père est membre du CAP, ou soi-même on est membre du CAP, que forcément le CAP qui est là-bas, qui vit d'autres réalités, et ici, il faut d'abord considérer les autres comme des militants. Les militants de la liberté, on est sur le terrain, et ces gens-là se sont battus dès le départ, avant même que certains ne rejoignent le mouvement. Alors, et le conseil aussi que je donnerais à ceux qui m'écoutent ici, c'est que quand on rentre en politique aussi, il faut les avoir bien suspendus. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce type de propos, voilà, d'envie, de jalousie, etc. C'est ça la politique aussi. Donc il faut être cuirassé quand on fait la politique. Pour le reste, Sébastien, je crois que nous allons là, aller vers septembre, nous allons avoir une bonne année, certainement. Moi je pense que le combat doit se poursuivre et je pense aussi que désormais, il faudrait que nous ayons ce type de rencontre. Elle est sereine, on n'est pas venu là pour crier sur quelqu'un, on a échangé, il y a des gens qui disent, bon, il faut aller au dialogue. Ok, ils peuvent convaincre aussi les autres en disant, bon, nous voulons partir au dialogue parce que nous estimons que c'est possible, c'est pertinent, et puis, bon, il y a une contradiction. À partir de la contradiction, on avance. Alors, le dernier point que je voulais soulever, et ça aussi c'est important, bien sûr, il y a eu les élections. Bien sûr que même moi,
beaucoup d'entre nous, dès le départ, on s'est dit, pourquoi, quand on sait que tout est pipé? Et le général lui-même, il a dit, je sais que c'est pipé, mais je vais quand même. Donc, la question, si tu veux, la question que je me pose, est-ce que lui, en allant là-bas, est-ce qu'en se retrouvant dans cette situation qui embête le pouvoir? Parce que le plan de Sassou, c'était aussi de se dire, il y aura des élections, personne ne viendra, donc devant la communauté internationale, je dirais, je passe, oh les mains, voilà que quelqu'un arrive et le gêne. Et tout le problème de Moukoko, c'est parce qu'il a gêné quelqu'un qu'il considère comme son petit frère, qu'il considère comme un gars du Nord comme lui, et qu'il considère aujourd'hui comme l'homme à battre, parce que, voilà, il est venu un peu déstabiliser ce plan-là. Et nous avons le devoir, dans ces conditions, moi je pense, hein, pas parce que je suis porte-parole ni quoi que ce soit, nous avons, même de ce point de vue, un devoir de solidarité, parce que aujourd'hui c'est Moukoko, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Et quand j'ai vu, lorsqu'on a... L'histoire du Congo est longue, depuis 32 ans, quelqu'un est au pouvoir. En 97, on est parti du pouvoir de la manière dont on connaît. 93, ce monsieur a perturbé un peu le pouvoir de Lissouba, en armant Kolela et les autres. Kolela a été en exil, a dû parler, on sait ce qui s'est passé réellement. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre, comment nous allons nous organiser, comment les intellectuels vont s'organiser, mais vous avez un devoir, c'est aussi de former, d'éduquer, et puis de prêcher le bon combat. Voilà ce que j'avais dit. Moi, je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'on peut gouverner avec un dictateur? Parce que là, ce que tu as dit tout à l'heure, disons comme quoi qu'on devait... Ça n'arrêtait pas. Je voudrais poser la question assez... Excusez-moi, quand j'ai pris la parole tout à l'heure, vous avez parlé du gouvernement 40-60. Oui. Le gouvernement 40-60 on peut améliorer cette fois-ci. Est né après une crise. Est né après une crise de violence. Donc un rapport de force, une confrontation. Je suis d'accord. Voilà. Donc un rapport de force. Ce qui me chagrine, je me dis, en t'écoutant en fait, hein, quand tu as dit que tu voulais aller au dialogue, enfin, pas aller au dialogue, hein, enfin, au gouvernement, qu'on pouvait gouverner. Alors moi, on peut vous gouverner. Parce que lui, il est modérateur. Attends, excuse-moi. Est-ce que... Non, mais c'est lui qui a... Est-ce qu'on peut gouverner avec un dictateur, vu que, justement, il a ses principes, il a... Vous voulez que je sorte de cette question? Oui, je voudrais que tu... Voilà, mon principe est le suivant. Notre pays, il y a trop de morts, il y a trop de désordre. Là, c'est le principe. Trop de morts, trop de désordre. N'importe qui peut débarquer comme ça et on recommence à zéro. Moi, c'est depuis longtemps que je mène ce combat-là. Hein. Depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Si c'est pas simplement, c'est une question personnelle. En effet, je serai avec eux dans le pouvoir, mais c'est pas une question personnelle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les moyens suffisants. Ici, Zoya a bien dit qu'on a échoué quelque part. Quand on va être raisonnable, on dira qu'on a échoué. On n'a pas fait l'alternance démocratique. On n'a pas renversé ça même à travers les urnes. Aujourd'hui, la direction politique est emprisonnée, en clandestinité, battue. Il n'y a personne aujourd'hui. Alors, le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait alors injurier ceux qui sont partis voter pour faire partir Sassou. Mais il y a eu des gens qui sont partis voter. Cette contrepartie, qu'est-ce qu'on fait de cette contrepartie politique? On en fait quoi? Mais il faut que ça soit institutionnalisé, cette contrepartie politique. Et c'est ça qui fait que je propose la cohabitation politique équilibrée après une discussion nationale. Bien sûr, avec les forces qui vont nous aider dans ce sens-là. Cette proposition, elle est plus réaliste parce que le pays a une jurisprudence de ça. L'affaire que parle MAP. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que les politiques. Il faut qu'il y ait une partie, comment on appelle ça, une part de la diaspora, une part de la société civile dans cette cohabitation politique. Voilà ce que je propose. Mais c'est pas un peu utopique là parce que mais pourquoi c'est utopique? C'est des options maintenant, il faut donner. Voilà. C'est des options. C'est une option. Oui, dans les options. Juste pour avancer dans le sens de Marc. Marc venait de dire que c'est en fait le combat politique, c'est un rapport de force. Là, vous avez lancé
le problème du dialogue. Sassou est très loin de là. Vous avez lancé le problème du dialogue. La diaspora a une responsabilité, on a parlé on a parlé tout à l'heure de l'intelligentsia de la diaspora qui doit mettre en pratique pour trouver des solutions. La première chose, avant même de précipiter sur un dialogue, sur ceci, cela, parce que parler de dialogue, c'est déjà accepter qu'il est légitime. Justement, c'est déjà accepter qu'il est légitime. La première des choses, c'est qu'il faudrait que nous nous battions pour que tous les détenus politiques sortent. Trouvons des solutions, comment faire, quitte à trouver éventuellement, comme les médias nous sont fermés, quitte à trouver éventuellement des interlocuteurs comme Bernard-Henri Lévy, des avocats de renom qui braillent bien, qui ont des ouvertures dans les télévisions, quitte à aller les voir, former des groupes, aller les voir, négocier avec eux, exposer notre situation pour que ces gens-là sortent déjà. Et après, on pourrait voir les solutions à faire. Mais vous allez parler de dialogue national à quelqu'un qui ne veut même pas parler de ça, c'est-à-dire que montrer notre état de faiblesse par rapport à lui est légitimé par le fait même son élection truquée, il y a un problème. Mais là, on ne répond pas. Il faut suivre maintenant. Je souhaite apporter, en tout cas, ma contribution au débat. Le but du débat, c'est lequel? Le but du débat, c'est qu'on échange. Chacun a des idées. S'il n'y a pas d'idées, s'il n'y a pas de discussion, c'est la Corée du Nord. C'est ça le problème. Les discours aussi, il y en a eu beaucoup sur la place de Paris. Mais ça a donné quoi? Le grand frère parle de dialogue comme légitimé la constitution ou l'élection ou l'institution illégitime. Ce qui me surprend chez nous, les Congolais, c'est que on a la science infuse. En fait, il y a des gens qui sont... il peut se lever le matin, il a la solution à la trouver. Mais au lieu même de la mettre en pratique et que tout le monde en bénéficie, mais ce n'est pas le cas. En 1990, je suis venu en France le 24 août 1990. Donc, quand je suis revenu, j'ai mon ancien passeport, République populaire du Congo. Le drapeau, ce n'était pas celui-ci. La conférence nationale, le président de l'époque n'en voulait pas. Son parti politique n'en voulait pas. Voilà. Il n'en voulait pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette conférence nationale ait lieu et devienne une conférence nationale souveraine, dont les décisions, les actes qui sortaient de là devaient être appliqués? Évidemment, toutes les décisions n'avaient pas été appliquées, puisque, entre autres, il y a eu la constitution du 15 mars 1992 et l'élection, entre-temps. Pour préparer tout cela, c'était le gouvernement de transition dirigé par le père Sondak, le premier ministre Milongo. Donc, nous, notre problème, c'est lequel? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans la tête des autres. Je suis acteur politique. Je vois ce qui se passe. Nous sommes ceux, dans une structure politique ici à Paris, nous avons dit que l'élection, d'ailleurs le grand meeting, les trois noms du grand meeting, c'est non au référendum, non au changement de la constitution, non au troisième mandat. Bon, je peux comprendre, le grand frère l'a dit, à un certain moment, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont déterminés, en se disant, pourquoi ne pas oser? Osons. Il a osé, ça a bousculé, évidemment, l'établissement, mais pour le moment, nous sommes dans l'impasse. S'il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, le problème est réglé, mais tant mieux. Moi, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce que je fais? Je pense que nous devons aller vers un dialogue. Ici, on me parle, j'entends, cohabitation, ou faisons ceci, cela. Mais ça, on ne le sait pas. Parce que la conférence nationale a eu lieu le 25 février 1991,
Ça avait été appelé pour durer 2 semaines, ça a duré 3 mois. On est parti de février, on a fini le 15 juin, je crois, je me rappelle bien, puisque les assises, vous voulez se référer un peu de ça, clin d'œil aux assises. Voilà. Donc ça a duré 3 mois. Mais pourquoi 3 mois? Mais c'est parce que c'est à l'intérieur de l'Assemblée, de ces assises-là, qu'on a décidé le sort de 91, de 92. Malheureusement, bon, les vieux démons qui nous habitent toujours, il y a eu 93, 97 et autres. Je termine rapidement, je termine. Ce que nous voulons, nous, parce que le problème, ce n'est pas l'individu. Nous voulons convaincre le souverain qui a voté. Celui qui a voté, en se disant, peut-être c'était une sortie par là. Donc nous sommes des acteurs politiques. La responsabilité d'un acteur politique, c'est de regarder la situation politique, regarder son pays, par rapport à son expérience, ses convictions, et essayer d'imaginer une voie. C'est ce que nous voulons. Nous disons aux autres, écoutez, rien n'est impossible. Ceux-là qui se sont imposés, ils se sont aujourd'hui, ils ont pris la responsabilité du pays, mais par des voies qui ne sont pas constitutionnelles, nous le savons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va faire quoi? On croise les bras? Non. Essayons de convaincre la population, toutes les personnes, tous les Congolais, que voilà. Essayons de dire, de discuter, mais discuter pas n'importe comment. On discute aussi en prenant à témoin un certain nombre d'institutions. Bon, nous avons aussi des personnalités qui sont en prison. Parce que le problème, c'est celui-là. Il faut peut-être l'expliquer encore beaucoup mieux. Ce que nous voulons, c'est que la situation de destruction des vies humaines, quelque part dans notre pays, cette situation s'arrête. C'est une exigence. Nous voulons que les populations du Congo intègrent cette donnée-là et que les organisations internationales des droits de l'homme, etc., s'approprient ce combat-là. Donc, il faut que ces personnes-là soient, en tout cas, recouvrent la liberté. Ensuite, on discute, et dans la discussion, puisque nous avons une loi constitutionnelle, une loi fondamentale qui est galvaudée. Hein? Le projet que nous faisons, c'est lequel? On va dans cette assemblée-là, dans ce dialogue, je termine, dans ce dialogue, en se disant, on sort de là, puisque le président qui est là, les mots sont les leurs, ce ne sont pas les nôtres. Bon, nous disons, en termes juridiques, que ce président-là, qui a prêté serment devant un certain nombre de personnalités morales d'institutions, aujourd'hui, il a payé, je crois, après la dégradation de la souveraineté monétaire, fiche standard pour, etc., etc. Donc c'est une autorité qui traite avec les institutions internationales. Nous pensons que c'est un président de fait. Mais la situation du pays exige que nous dialoguons. À partir de ce moment-là, on saura imposer un gouvernement de transition, un parlement de transition pour mettre les deux constitutions entre parenthèses. Avec lui. Je n'ai jamais vu de ma petite histoire, je n'étais pas encore né, les 2 guerres mondiales du XXe siècle, du siècle dernier, il y a eu des gens qui ont discuté, ils ont fait la paix. On fait la paix avec son ennemi, entre guillemets. On ne fait jamais la paix avec son frère. Donc, nous, ce que nous voulons, je termine, ce que nous voulons, c'est rentrer dans ce dialogue-là et déterminer la sortie pour repartir sur une nouvelle séquence comme en 91-92. J'en ai terminé. Moïse, je pense actuellement il nous manque de stratégie. On ne peut pas être muet face au dialogue. Pourquoi je le dis? Parce que la culture de la paix, la culture de dialogue et la culture de débat font partie de la signification de la démocratie. Si nous ne dialoguons pas, qu'est-ce que le peuple va dire de nous? Le président veut que nous entendons pour travailler. Vous offrez une part du pouvoir. Vous ne voulez pas. Nous allons au dialogue, mais à Dakar. Ça soit proposé au Togo. Parce que les Congolais qui sont au Togo sont pour le président de l'État Sassou Nguesso. Sassou sait que Macky Sall va nous dire les vérités. Si nous allons au dialogue,
nous demanderons à Sassou deux choses. La composition de l'équipe gouvernementale avec un premier ministre de l'opposition qui est libre de choisir ses ministres. Le gouvernement fera des propositions. Le premier ministre choisira ses ministres. Ensuite, on lui fera le deuxième plan B, qui est le plan le plus machiavélique. C'est celui de Zil Ben Ali, avec Bourguiba. Dès qu'il descend dans l'avion, jette en tôle. Je reprends à mon compte tout ce qui a été dit par mon frère qui a fait un exposé qui m'a bien éclairé, m'a aidé, parce qu'en fait le côté juridique, on n'a pas été, et là par rapport aussi à l'exposé de Sanelli, on n'a pas été fameux. J'ai une petite culture politique, pour ne pas dire que j'ai passé 10 ans à la direction nationale de la Confédération CGT, donc j'étais à la direction nationale, donc nous, on fonctionnait sur les stratégies. Parce que dans la lutte, on ne dit pas qu'aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Mais quand il y a des bas, on analyse pourquoi on a été bas. On ne dit pas, parce que le Congolais, excusez-moi de le dire, nous les Congolais, on a cette culture de facilité. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde arrive, on dit c'est gagné. Mais non, on n'a pas les bases. C'est ça qui nous a manqué, les bases. Et là, je rejoins aussi Marc quand il dit on n'a pas assez construit le rapport de force. On n'a pas construit. Parce que si le rapport de force existait, ben on ne serait pas là. C'est ça la vraie question. Et là, pour ceux qui disent, parce qu'on a eu cette problématique avant les élections, il y en a qui disaient on va y aller. Et d'autres pour aussi des bonnes raisons. C'est ça qui se passe. On accuse les uns, ceux qui ne veulent pas partir, on dit non, mais c'est des traîtres. Et ceux qui vont, c'est des traîtres. Mais chacun a des bonnes raisons. Parce que si on y va, ça veut dire qu'on valide toute la forfaiture. C'est aussi cela qui s'est passé. Une constitution qui a été décrétée. Nulle part au monde on a vu ça. Pourtant, il y a une assemblée qui existe, qui est aussi au compte de M. Sassou. Mais il n'a pas daigné consulter même son assemblée. Conclusion. Donc, décrété. Et on arrive à un rapport de force que l'on a construit sur le terrain. Grâce, je dis à Marc, c'est bien, ça a été du bon travail qui a été fait par le général Coco, mais qui n'a pas eu de suite parce que les Congolais, nous sommes restés à être spectateurs par la suite. On n'a pas créé les conditions de rapport parce que ce rapport devrait conduire M. Sassou à se poser des questions. M. Sassou n'a pas le rapport de force, mais il a la force. C'est ça qu'il a. Le rapport de force, c'est l'opposition qu'il a. Au référendum, c'était le cas. On a dit, n'y allez pas, mais le peuple est resté chez lui. Bon, merci Pierre. Donc, en conclusion, je termine pour dire qu'aujourd'hui, on a encore cette problématique. On dit, est-ce qu'on va au dialogue ou on n'y va pas? Voilà. La problématique est là. Si on y va, qu'on crée d'abord les conditions de rapport de force pour qu'on discute avec M. Sassou. Si on n'a pas de conditions de rapport de force, ça sera comme à l'élection. Il nous a mis une CENI, il nous a mis toutes ces conditions à lui, et au final, on n'a rien eu. Donc ça pourrait être comme ça. Allez. Merci, Jonathan. Ouais, moi, je voudrais revenir sur le message de l'Union européenne que nous a lu le camarade qui est là-bas, Jules. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et puis il faut mesurer. Et sans référence en plus. Sans référence, il n'est pas signé. Au cas où elle serait avérée, cette déclaration, je crois qu'il ne faut pas la prendre à la légère parce que ça a une grande portée politique. Si vous vous souvenez de la déclaration maladroite de François Hollande et les conséquences, nous en subissons aujourd'hui. Donc je crois que cette déclaration, si elle s'avérait, serait certainement le fruit d'un lobbying de M. Sassou, de la part du pouvoir. Donc, nous devons prendre cette déclaration au sérieux. Bon, quant au dialogue, moi je dirais que le radicalisme n'est pas une option.
Je crois qu'il faut ouvrir, il faut s'ouvrir. Parce qu'on ne peut pas dialoguer entre nous, ça serait un monologue. Nous avons un adversaire que nous connaissons. Donc nous devons créer les conditions, comme l'a dit le grand frère là-bas, Cyr, comme l'a dit le grand frère Cyr, avant d'arriver à la conférence nationale, je me rappelle, le PCT avait organisé des campagnes dans des régions. J'étais jeune, hein, j'étais encore, je crois, au lycée, avait organisé des campagnes dans des régions pour démobiliser la population et même battre campagne contre la conférence nationale. Mais la conférence nationale était un succès. Donc c'est pendant la conférence nationale qu'on a décidé de la souveraineté de cette conférence. Donc je crois que nous devons dialoguer et que nous ne soyons pas radicaux et que nous nous organisons pour ça. Donc je crois que le dialogue est bienvenu. Franchement, avec tout ce qu'on a eu comme échange, comme exposé, et quand on arrive à la fin pour dire qu'on va dialoguer avec le dictateur, moi, je tombe du haut. C'est en introduction. C'est en introduction. Moi, je remercie les aînés, Marc Mapingou et Henri Plémont, parce que les aînés nous ont dit, et puis il a repris rapport de force. Quand vous n'êtes pas en position de force et que vous sollicitez un dialogue, c'est un aveu de faiblesse et de puissance. Et donc votre adversaire, vous la gaillardisez, il devient plus fort et il vous prépare un coup de matraque bien préparé et vous allez repartir comme on est reparti le 20 mars pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché, on avait un plan ou pas. Des interventions de style on va l'enfermer, tout ça, ça me rappelle de la thérapie. C'est-à-dire pour se faire plaisir. On dit on va à un dialogue parce qu'on va réussir. Non. Mes chers amis, ne rêvons pas. Le partage du pouvoir, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Vous avez, moi je sais pas, quand on est trop intellectuel, parfois on passe à côté des choses simples. Si on appelait un malafoutier ici, vous raisonnerez. C'est-à-dire, vous avez un malafoutier. C'est-à-dire, vous avez un village, vous vivez paisiblement chez vous. Vous menez votre vie quotidienne paisiblement. Un groupe de brigands viennent occuper votre village, violent vos filles, pillent vos richesses. Et vous vous dites, on va dialoguer avec lui. Franchement, on a perdu la tête. Moi, je reprends la question de Jules. Comment? Parce qu'il a posé la question aussi. Il a retenu sur la République. Moi, je vous dis que la meilleure façon d'avancer et de terrasser ce tyran, c'est d'avoir ensemble un seul projet. C'était mon point de vue que j'ai soutenu sur le congrès des indignés, mais heureusement, on n'a pas traité cette question. Ce qui peut faire qu'un peuple soit uni, c'est que tous pensent la même chose. Comme en 92, tous voulaient l'avènement de la démocratie, la fin du multipartisme, du monopartisme. Tous pensaient ça. S'il vous plaît. C'est quand même important. Moi, j'ai... Donc, je dis, la condition sine qua non pour l'union, c'est la définition d'un seul idéal, un seul projet. Et pour moi, le seul projet qui vaille, c'est que le talent d'Achille du système de Brazzaville, c'est sa constitution, c'est le régime. Le peuple doit avoir en tête une seule idée, c'est de changer le régime qui est là, il n'est pas républicain. Ça, même la communauté internationale peut comprendre. Et ça, même les tribunaux
internationaux, les cours internationales de justice peuvent comprendre qu'un peuple a le droit à l'autodétermination. Ce n'est qu'en ce moment-là que le tyran, se sentant faible devant un peuple uni sur un seul idéal, qu'il va chercher à négocier un dialogue, mais pas dans ce sens-là. Excusez-moi, vraiment, je demande d'abord pardon d'être en retard parce que vous avez déjà évolué. Certainement que je vais évoquer ce que vous avez déjà parlé. Bon, mais vous m'excusez vraiment pour ça. Nous avons parlé de la conférence nationale souveraine. Nous avons parlé de la Constitution de 1992. Je ne sais pas si les Congolais lisent la Constitution de 1992. Je l'ai en anglais. Oui. On ne sait pas sur quelle base juridique nous nous appuyons si nous ne connaissons pas la Constitution de 1992. Ça, c'est un point. Et le deuxième, ça concerne les rapports de force. Je suis bien placé pour vous expliquer comment Sassou a défait la démocratie au Congo. Il n'y a jamais eu le pouvoir Lissouba. Jamais. Ça, c'est l'erreur politique que tous les politiques évoquent chaque fois. Il y a eu le pouvoir du peuple selon la Constitution de 1992. Voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui le pouvoir du peuple. Mais c'est sur quelle base vous allez repartir? Sur quelle constitution? Vous avez dit que la Constitution de 2002, taillée sur mesure, c'est sa constitution. Vous les politiques. Et alors, il remodifie sa constitution. Vous criez. Sassou, pour démolir cette constitution en 1992, au niveau de l'armée, il a créé ce qu'on appelle les rapports de force. Je vais vous expliquer comment. Mais rapidement. Il a détruit l'armée. Lorsque le chef suprême, le président de la République, prête serment, il n'y a plus l'armée au Congo. Il n'y a plus l'armée. Et tout est retiré. Les militaires donc, de l'armée populaire nationale qui étaient là sont repartis. Donc les gens sont repartis à Oyo, restés à Oyo, n'ont jamais voulu se mettre à la disposition du président démocratiquement élu. C'est ce que vous ne savez pas. Il n'y a jamais eu le pouvoir du Souba. Et c'est là où nous avons eu des problèmes. Parce que quand on a voté un président de la République, il y a ce qu'on appelle la majorité. Il y a des gens qui n'ont pas voté, les 38% et les 62% qui l'ont voté. Que fait Sassou? Il a les armes, il a tout. Il a créé les conditions avec la milice populaire nationale qui n'avait jamais donné les armes. Voilà ce qu'on appelle les ninjas. C'est intéressant ce que vous dites. Mais oui, mais donc c'est là. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller vers les rapports de force, vous avez des armes, vous avez la capacité intellectuelle pour détruire. Est-ce que vous avez déjà infiltré les gens dans le PCT, que vous pouvez tirer comme des termites pour essayer un peu de faire détruire? Tout ça, vous allez le faire. Et en ce moment-là, vous pouvez aller vers le rapport de force. Non, je ne serai pas silent. Je dis ceci, que nous devrons faire extrêmement attention derrière les postures politiques. Les leaders politiques doivent, en tout cas, je n'ai jamais vu, constituer, faire du terme dialogue comme un leitmotiv politique. Nous savons bien que derrière ces postures-là, il y a des rentiers politiques. Je ne peux comprendre, moi, que des responsables politiques qui pendant au moins une dizaine d'années demandent la même chose alors que les dictateurs, lui, sont fermes dans ses postures, on continue à le faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a maintenant des rentiers derrière ces postures politiques-là. Et nous devrons faire extrêmement attention à continuer toujours à embrayer sur des choses qui n'aboutiront à rien. La seule préoccupation qui devrait être la nôtre aujourd'hui, c'est de chercher à créer les rapports de force, comme on le dit. Comment faire pour qu'à Brazzaville, ce rapport de force intervienne? Et je n'ai jamais vu, moi, en tout cas de ma petite expérience politique, où on va discuter avec quelqu'un comme ça qui est un cigare de bon, et on va lui imposer des choses. Je n'ai jamais vu. S'il y a une telle expérience avec un tel dictateur, j'aimerais... On a parlé de stratégie ici. Moi, je suis contre la stratégie de la loi du tout ou rien. Moi, je pense que lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'ai pas posé de préalable.
on va au dialogue sans préalable. C'est à ce moment-là qu'il faut prévoir, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'ordre du jour. Parce que partir comme ça, avec des a priori, moi j'ai vu ceci, moi je... Non, parce que dites votre dialogue à votre façon. Non, le dialogue, c'est le dialogue. C'est un débat contradictoire. Donc je n'ai pas peur de rencontrer M. Sassou. Je l'ai écouté d'abord hier. C'est un homme qui est usé. Il ne parle même pas des échéances futures. Donc c'est un homme où les... On m'a perturbé là. Donc je disais que je suis pour la cohabitation. Ce que vient d'annoncer l'Union européenne, le secrétaire général adjoint de l'ONU l'a encore dit, c'est une confirmation. Il ne faut pas minimiser les choses, il faut qu'on s'y prépare pour aller dans cette bataille. Donc, vive la cohabitation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un débat sémantique. Je termine des mots. Allô? Des mots. C'est quand on parle de dialogue, cela voudrait dire que de part et d'autre, on est d'accord pour le mot dialogue. Mais moi je crains pour cette fois de cohabitation de dialogue pour moi. Je suis M. Moukouké à RFI avant-hier. Il est parti très peu chez Mohamed parce que là-bas ils ont parlé de vivre ensemble. Moukouké dit à RFI, finalement ils n'ont pas utilisé du mot dialogue. Ça veut dire quoi? Quand on comprend depuis 30 ans comment fonctionne le système Sassou Nguesso, il fonctionne sur la base, non pas du dialogue, mais de la cooptation. La cooptation et fiction. Je copte une faction de la classe politique et je n'écarte une autre. Voilà. Il va chercher, n'est-ce pas, à copter une faction, hein, donc de faire valoir pour dire, voilà, on a fait un dialogue. Attention. Et pour finir rapidement, pour qu'il y ait un dialogue, il faut créer un rapport de force. Il faut une pression sociale et politique. Voilà. Et politique. Et excusez rapidement, quand M. Sassou et M. Mohamed parlent de vivre ensemble, parce qu'ils sont conscients qu'il y a une pression sociale qui arrive, une crise économique qui est là, qui est sociale, qui s'ajoute à la crise politique. Voilà. Donc à nous, n'est-ce pas, de savoir lire. Chers compatriotes, quand je vous entends parler, mon sang bouillonne. Mon sang bouillonne, non pas parce que je suis un peu révolté, ou peut-être parce que la lecture politique, elle est éparpasse. Nous vous avons dit, il fallait trouver le talon d'Achille du système. En 2 ou 3 ans, nous avons frappé. Nous avons frappé ce talon d'Achille et le système avait 2 voies. Soit montrer que à sa tête, il y avait un homme d'État, donc qui privilégie l'intérêt général. Ou à sa tête, nous avions un piètre politique qui a eu peur. Ne prenons pas des élément par élément, d'une manière générale. Le sieur, moi je l'appelle Vangrin, allez lire l'histoire d'Amadou Mpateba, qui a fait Vangrin. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore parler du tout ou de rien. Monsieur Sassou Nguesso est fini. Et allons, continuons à travailler. Vous allez avoir du travail sur la planche. Certes, le temps est bref, mais je vous dis que le sieur Sassou Nguesso est fini. D'accord, Richard. En tout cas, je vous remercie tous. Hein. Toute l'équipe d'organisation, les intervenants, on vous remercie pour votre participation et pour votre présence en ces lieux ce jour du 15 août 2016. J'espère que ce sera la dernière fois que nous passerons le 15 août à Paris. Merci. Alors, l'hymne national, s'il vous plaît. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse
le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise.